Nous sommes le lundi 4 mai 2026. Et en ce moment même, pendant que vous regardez ceci, l'affrontement le plus explosif dans le détroit d'Ormuz depuis les guerres des pétroliers entre l'Iran et l'Irak, dans les années 1980, n'est plus seulement une menace. Il est officiellement entré dans une phase chaude. L'Iran a tiré aujourd'hui des missiles contre un navire de guerre de la marine américaine et l'armée des États-Unis a répondu durement. Alors, décortiquons exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui relève de la propagande iranienne? Et pourquoi ce moment, aujourd'hui, le 4 mai, pourrait être le point de bascule qui change toute la trajectoire de ce conflit? Je vous remets le contexte, parce que cela n'est pas sorti de nulle part. Tout remonte au 28 février 2026, le jour où les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran dans le cadre d'une opération appelée Epic Fury. Ces frappes ont visé des installations militaires, des sites nucléaires et des dirigeants, et elles ont entraîné la mort du guide suprême Ali Khamenei. L'Iran a répondu par une vague de barrages de missiles, d'attaques menées par des groupes affiliés dans toute la région, puis en quelques jours, il a fait la seule chose qu'il avait toujours dit qu'il ferait, mais que personne ne croyait vraiment qu'il irait jusqu'à faire. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime dans le détroit est largement bloqué depuis le 28 février 2026. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, diffuse des avertissements interdisant le passage, arraisonne et attaque des navires marchands et pose des mines marines dans cette voie navigable. Prenez une seconde pour bien mesurer ça. Le point d'étranglement responsable d'environ 1/5 du pétrole transporté par mer dans le monde, disparu, verrouillé. L'Iran a mis un cadenas sur le réservoir d'essence de la planète. Maintenant, avançons jusqu'à hier soir, dimanche 3 mai. Le président Trump a publié sur les réseaux sociaux l'annonce qui a fait retenir son souffle à tout le Moyen-Orient. Il a appelé ça Project Freedom. Il a dit que les États-Unis commenceraient à guider les navires bloqués hors du détroit d'Ormuz à partir de lundi, donc aujourd'hui, et que toute interférence devrait, je cite, être traitée avec force. Pas suggérée, pas demandée, traitée avec force. Ce langage était délibéré et l'Iran l'a entendu clairement. Le commandement central américain, le CENTCOM, a confirmé que Project Freedom commencerait le 4 mai avec, pour mission de rétablir la liberté de navigation pour le transport commercial dans le détroit d'Ormuz, où passe un quart du commerce pétrolier mondial par mer, ainsi que des volumes importants de carburant et de produits fertilisants. Et pour appuyer cette mission, c'est pas 2 navires et une prière, le CENTCOM a confirmé que le dispositif comprend plus de 100 avions, plusieurs destroyers lance-missiles et 15 000 soldats. 2 groupes aéronavals complets, l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush, positionnés ensemble dans la mer d'Arabie pour la première fois depuis le début de ce conflit. C'est historique. C'est la plus grande concentration de puissance navale américaine dans cette région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Donc, voici où les choses deviennent explosives. La réponse de l'Iran à Project Freedom est arrivée rapidement et elle est venue avec des missiles. L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a rapporté que 2 missiles avaient été tirés contre un navire de la marine américaine après qu'il eut tenté de traverser le détroit d'Ormuz. Fars affirmant que le navire avait été visé après avoir ignoré un avertissement des forces navales de la République islamique d'Iran. Fars est même allé plus loin, affirmant que le navire de guerre avait été touché, qu'il était incapable de poursuivre sa route et qu'il avait été forcé de battre en retraite et de fuir. C'est le titre qu'ils ont propulsé dans le monde entier. Les médias d'État iraniens ont repris l'histoire, des médias l'ont relayé, et pendant environ 45 minutes, les réseaux sociaux ont complètement explosé, mais c'est ici qu'il faut séparer les faits du théâtre. Le CENTCOM a publié une déclaration courte, nette et chirurgicale. Aucun navire de la marine américaine n'a été touché. Les forces américaines soutiennent Project Freedom et appliquent le blocus naval contre les ports iraniens. Point final. Aucun navire de guerre endommagé. Aucune retraite. Aucune mission annulée. Pendant ce temps, des F-A-18 Super Hornet décollaient déjà du pont d'envol de l'Abraham Lincoln avant même que la machine de propagande iranienne ait terminé son premier communiqué. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose.
parce que certaines personnes vont regarder le démenti du CENTCOM et dire « bien sûr, il dirait ça de toute façon ». C'est un argument valable. Mais voici ce qu'il faut comprendre au sujet du bilan de l'Iran. Ce n'est pas la première fois. Le 1er mars, l'Iran a affirmé que ses missiles balistiques avaient frappé l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions de classe Nimitz. Le CENTCOM a qualifié cela de mensonge pur et simple, affirmant que le tir de missile n'était même pas passé près. C'est un schéma. L'Iran tire, rate, puis dit à sa propre population qu'il a marqué un coup fatal. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est une opération psychologique calculée, conçue pour garder la population dans le rang, envoyer un signal de force aux alliés et aux groupes affiliés, et convaincre les publics européens que les Américains sont en train de perdre. Nous allons revenir dans un instant sur les raisons exactes pour lesquelles ils font cela. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ce que l'Iran a réellement fait aujourd'hui. Ce qui est complètement réel, complètement confirmé et complètement terrifiant pour l'économie mondiale. L'armée américaine a confirmé que l'Iran avait lancé plusieurs missiles de croisière, drones et petites embarcations d'attaque rapide contre des navires de la marine américaine et des navires commerciaux. 6 petites embarcations iraniennes ont été détruites. Ces embarcations iraniennes ont été engagées par des hélicoptères Apache américains et des Choisant Seahawk. Et par-dessus tout ça, les Émirats arabes unis ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste iranienne visant un pétrolier appartenant à la société d'État Abu Dhabi National Company, ADNOC, alors qu'il tentait de traverser le détroit. Donc pendant que l'Iran inventait une histoire sur une frégate américaine touchée, il attaquait simultanément un pétrolier civil appartenant à l'un des plus proches partenaires des États-Unis dans le Golfe. Ce n'est pas un accident, c'est un message, et ça vous dit tout sur le niveau de désespoir et d'imprudence que Téhéran atteint en ce moment. La question que je veux vous laisser en tête avant d'entrer dans le portrait tactique, c'est celle-ci: qu'essaie-t-il vraiment d'accomplir? Parce que tirer des missiles sur un navire de guerre américain, les rater, puis mentir à ce sujet, tout en attaquant simultanément des pétroliers des Émirats arabes unis, ce n'est pas une stratégie militaire gagnante, c'est autre chose entièrement. Et comprendre ce que c'est va expliquer chaque mouvement que l'Iran fera à partir de maintenant. Alors, répondons à la question que je vous ai laissée. Pourquoi l'Iran tire-t-il des missiles, les rate-t-il, puis dit-il au monde entier qu'il a porté un coup direct? Pourquoi une nation dotée de véritables capacités militaires, missiles balistiques, missiles de croisière, mines marines, centaines d'embarcations d'attaque rapide, recourt-elle à la fabrication pure et simple chaque fois qu'elle affronte la marine américaine? La réponse n'a rien à voir avec l'armée américaine. Elle a tout à voir avec les rues de Téhéran. Pensez à ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran depuis le 28 février. Les frappes américano-israéliennes qui ont lancé l'opération Epic Fury ont tué le guide suprême Ali Khamenei, l'homme qui tenait toute la structure théocratique ensemble depuis plus de 3 décennies. Le régime qu'il a remplacé fonctionne avec du temps emprunté, une légitimité empruntée et une crédibilité empruntée. Quand vous perdez votre guide suprême dans une frappe aérienne étrangère, vous avez 2 choix. Soit vous négociez en position de faiblesse, soit vous jouez la force avec une agressivité telle que votre propre population oublie de poser des questions inconfortables. L'Iran a choisi la deuxième option, et son principal instrument pour cette mise en scène, c'est l'agence de presse farce, le bras médiatique du CGRI, qui est passé aujourd'hui en surmultiplié. Au cours des derniers mois, l'Iran a affirmé à répétition avoir frappé plusieurs navires américains opérant dans la région, y compris le porte-avions USS Abraham Lincoln au début de mars. Chaque fois, le CENTCOM a publié des démentis catégoriques. Chaque fois, les médias d'État iraniens ont continué à faire tourner l'histoire pendant des jours sur les chaînes nationales. Parce que, voici la réalité, la personne moyenne dans les rues de Téhéran n'a pas accès aux communiqués du CENTCOM. Elle regarde la télévision d'État, lit Fars News et écoute des commentaires affiliés au CGRI qui lui disent que son armée est en train de gagner. C'est une boucle d'information fermée et le régime est très très bon pour l'exploiter. Mais la propagande n'est pas seulement dirigée vers l'intérieur. Il y a un deuxième public,
l'Europe. Plus précisément, des gouvernements à Londres, Paris et Berlin qui sont discrètement mal à l'aise avec l'approche américaine dans ce conflit depuis le premier jour. L'Iran sait que s'il peut créer suffisamment d'ambiguïté narrative, s'il peut faire croire au public européen que les Américains subissent des pertes, encaissent des coups et saignent dans le détroit, alors la pression politique monte sur Washington. Elle vient de ses propres alliés pour négocier, reculer ou, au minimum, assouplir le blocus. C'est de la guerre psychologique visant à fracturer la coalition occidentale. Et la fausse affirmation d'aujourd'hui sur une frappe de missile était une exécution classique de cette stratégie. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant que l'Iran menait son opération de propagande ce matin, la réalité militaire dans le détroit racontait une histoire complètement différente. Et j'ai passé du temps aujourd'hui à examiner des rapports de The War Zone, Stars and Stripes et Long War Journal pour vous reconstituer ce portrait. En date du 3 mai, deux groupes aéronavals, l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush, sont positionnés ensemble dans la mer d'Arabie, donnant au CENTCOM le double de puissance de feu, soit pour l'application du dispositif, soit si les opérations de combat reprennent, pour des frappes de suivi contre l'Iran. Ce n'est pas une posture défensive, c'est une déclaration. On ne stationne pas deux groupes aéronavals à propulsion nucléaire dans la cour arrière de quelqu'un parce qu'on s'inquiète d'un ultimatum de 30 jours du CGRI. Le groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln comprend des destroyers lance-missiles, des croiseurs, des navires de soutien et des aéronefs embarqués, des F-ADX-8E Super Hornet, des EE-18G Growler, des A-2 Hawkeye, des hélicoptères MH-60 et des F-35C Lightning II. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi cette combinaison précise d'aéronefs est extrêmement importante dans le contexte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que lorsque l'Iran a lancé ses missiles et ses drones, il n'entrait pas simplement dans une zone de combat. Il entrait dans l'une des chaînes de destruction intégrées les plus sophistiquées, jamais assemblées dans l'histoire de la guerre navale. Commençons par le EA, un 8G Growler. Je veux que vous reteniez le nom de cet avion. Le Growler est la version de guerre électronique du Super Hornet. Tout son travail consiste à monter dans le spectre électromagnétique et à le dominer, brouiller les systèmes radars ennemis, tromper le guidage des missiles, localiser et géolocaliser chaque radar qui s'allume à portée. À la seconde où l'Iran a activé un radar de ciblage pour ses missiles de croisière ou ses systèmes balistiques aujourd'hui, un EA, un 8G Growler était presque certainement déjà dans le ciel, cataloguant les missions, construisant une solution de ciblage et renvoyant ces données dans la chaîne de destruction. C'est pas de la spéculation, c'est la doctrine, c'est exactement ce pourquoi cet avion a été conçu. Ajoutez maintenant à cela le E-2D Advanced Hawkeye. C'est l'avion de guet aérien avancé de la marine, essentiellement une station radar volante avec un énorme radome au-dessus, capable d'étendre la couverture radar à plus de 400 000. Les navires de guerre américains avaient auparavant évité le détroit lui-même, des responsables de la marine le décrivant comme une zone de mise à mort iranienne remplie de missiles anti-navires, de drones, d'embarcations rapides d'attaque et de mines. Le E-2D est précisément ce qui permet à la marine américaine de contrer cet environnement de menaces, parce qu'il voit les menaces se former avant qu'elles ne se matérialisent complètement. Au moment où un missile iranien franchit la ligne de crête près de Jask, le E-2D suit déjà la séquence de lancement depuis plusieurs minutes. Et puis il y a le système de combat Aegis à bord des destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke. C'est le réseau qui relie tout le cerveau de la défense aérienne navale. Il peut suivre simultanément plus de 100 cibles, corréler des données provenant de multiples capteurs sur de multiples plateformes et calculer des solutions d'interception en temps réel. Les missiles SM-2 et SM-6 qu'il tire ne sont pas des armes de dernier recours à courte portée. Le SM-6, en particulier, a une portée supérieure à 130 000 nautiques et peut intercepter des missiles balistiques dans leur phase terminale. Donc, lorsque l'Iran tire une salve, sa méthode préférée, en essayant de saturer les défenses à partir de plusieurs vecteurs, le système Aegis ne voit pas le chaos. Il voit un problème mathématique et il le résout
C'est précisément ce que l'amiral Brad Cooper du CENTCOM décrivait lorsqu'il a dit « Les États-Unis disposent d'un ensemble défensif beaucoup plus large qu'une simple escorte 1 contre 1 ». Nous avons plusieurs couches qui incluent des navires, des hélicoptères, des avions, du guet aérien avancé, de la guerre électronique, a déclaré Cooper aux journalistes aujourd'hui. Nous avons un ensemble défensif beaucoup plus large que ce que nous aurions jamais si nous faisions simplement de l'escorte. Plusieurs couches, chacune indépendante, chacune létale. Il faut les vaincre toutes simultanément pour passer à travers. Et l'Iran n'a pas réussi aujourd'hui. Et en parlant de ce que l'Iran a réellement lancé contre les forces américaines et de la coalition aujourd'hui, soyons précis. L'Iran a lancé plusieurs missiles de croisière, drones et petites embarcations d'attaque rapide contre des navires de la marine américaine et des navires commerciaux soutenus par l'armée. 6 embarcations rapides d'attaque iraniennes ont été détruites, engagées par des hélicoptères Apache de l'armée américaine et des hélicoptères SH-60 Seahawk de la marine. Maintenant, pensez-y une seconde. Le CGRI a envoyé des embarcations rapides d'attaque, petites, rapides, agressives, conçues pour le harcèlement et les tactiques d'essaim dans des eaux confinées. Et elles se sont retrouvées face à des hélicoptères de combat Apache, des A-64 Apache, le même système d'armes qui a été décisif depuis la guerre du Golfe jusqu'à l'Afghanistan. Le CGRI a envoyé des vedettes rapides. Les États-Unis ont envoyé des Apaches. Ce n'est pas un combat équitable. C'est une leçon très coûteuse sur la différence entre les tactiques de harcèlement et la véritable puissance de combat. L'ancien commandant de la Marine royale britannique, Tom Sharp, a souligné que la stratégie de l'Iran consiste à maintenir un battement constant, à exercer assez de pression par le harcèlement pour dissuader le transport commercial de tenter le passage, tout en signalant au monde que l'Iran contrôle encore le détroit. Et c'est l'idée clé ici, l'Iran n'a pas besoin de couler un destroyer américain pour gagner la bataille de l'information. Il lui suffit de créer assez de doutes dans les salles de conseil des compagnies maritimes, dans les ministères européens des affaires étrangères, dans les marchés financiers, pour que Project Freedom paraisse trop risqué pour y participer. C'est son véritable objectif, pas la victoire militaire, la victoire narrative. Mais aujourd'hui, ce récit, c'est compliqué. Parce que 2 choses se sont produites que l'Iran ne voulait absolument pas que le monde voie. Et nous allons entrer exactement dans ce que sont ces 2 choses et ce qu'elles signifient pour les 30 prochains jours de ce conflit. Donc, je vous ai dit que 2 choses se sont produites aujourd'hui, que l'Iran ne voulait absolument pas que le monde voie. Parlons-en maintenant, parce que ces 2 développements, enterrés sous le bruit des affirmations de missiles et du cycle de propagande, sont en réalité les éléments les plus importants sur le plan stratégique qui se sont produits dans le détroit d'Ormuz le 4 mai 2026. Et une fois que vous comprenez ce qu'ils sont, vous comprenez pourquoi la position de Téhéran vient de s'affaiblir considérablement et non de se renforcer. La première chose que l'Iran ne voulait pas que le monde voie, 2 navires marchands battant pavillon américain ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz aujourd'hui. C'est ça. C'est le titre qui traverse tout le reste. 2 navires marchands battant pavillon américain ont réussi à passer par le détroit d'Ormuz, le commandement central américain déclarant que les forces américaines aident activement les efforts pour rétablir le transit du transport commercial. Maintenant, le CGRI iranien est immédiatement sorti pour nier que cela soit arrivé. Ils ont qualifié l'affirmation de sans fondement et de mensonge pur et simple. Le CGRI a déclaré qu'aucun navire commercial ni pétrolier n'avait traversé cette voie navigable stratégique dans les dernières heures, rejetant les déclarations de responsables américains, selon un communiqué relayé par l'agence semi-officielle iranienne Tasnim. Réfléchissez un instant à l'importance de ce déni. L'Iran a tiré des missiles aujourd'hui. L'Iran a lancé des drones aujourd'hui. L'Iran a envoyé des embarcations rapides d'attaque aujourd'hui qui ont été détruites par des hélicoptères Apache. Et après tout ça, après tout ce qu'il a lancé contre Project Freedom au premier jour, 2 navires marchands américains sont quand même passés. Et la réponse de l'Iran a été de prétendre que cela n'est jamais arrivé. Parce que si sa propre population, si l'Europe, si l'industrie mondiale du transport maritime apprennent que les Américains ont fait passer des navires dans le détroit dès le premier jour de la mission, malgré les missiles iraniens, malgré les drones,
Malgré les embarcations rapides d'attaque, alors tout le récit iranien de domination et de contrôle s'effondre. L'industrie du transport maritime reste à convaincre que cette route pétrolière vitale est sûre, avec peu de signes de progrès vers une résolution négociée. L'Iran a besoin que ce doute persiste. 2 navires qui passent au premier jour, c'est la pire publicité possible pour la dissuasion iranienne. La deuxième chose que l'Iran ne voulait pas que vous voyiez, et celle-ci est particulièrement révélatrice, de l'imprudence et du manque de discipline du CGRI sous pression. Les Émirats arabes unis ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste iranienne visant un pétrolier appartenant à la société d'État Abu Dhabi National Oil Company, ADNOK, alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz sans qu'aucun blessé ne soit signalé. Soyons très clairs sur ce qui vient de se passer ici. L'Iran a attaqué un pétrolier d'ADNOC. Il s'agit d'une société énergétique d'État appartenant aux Émirats arabes unis, une nation arabe du Golfe, un pays qui a historiquement essayé de maintenir au moins une relation de travail avec Téhéran, un pays qui n'est pas Israël, pas les États-Unis, pas un ennemi déclaré. L'Iran a frappé leur navire avec des drones le même jour où il tirait déjà contre la marine américaine. Ce n'est pas le comportement d'un régime exécutant un plan stratégique discipliné, c'est le comportement d'un régime qui frappe dans toutes les directions, sous pression, visant tout ce qui bouge dans des eaux qu'il prétend contrôler, peu importe les conséquences diplomatiques. Et ces conséquences comptent. Les Émirats arabes unis sont une puissance régionale importante avec de profonds liens économiques à l'Est comme à l'Ouest. Attaquer un pétrolier d'ADNOC ne fait pas qu'antagoniser Abu Dhabi. Cela signale à tous les États du Golfe qui observent ce conflit que la soi-disant politique iranienne envers ses amis dans le détroit ne vaut rien. Parce que si vous arborez le mauvais pavillon le mauvais jour, vous êtes frappé de toute façon. Maintenant, parlons de ce que tout cela fait à l'économie mondiale. Parce que c'est ici que les enjeux dépassent le matériel militaire et les échecs géopolitiques et commencent à toucher de vraies personnes de façon bien concrète. Le prix de l'essence aux États-Unis a bondi d'une moyenne de 2,98 $ le gallon avant le début de la guerre à 4, 46 $ le gallon lundi selon l'Atripo. Des analystes avertissent que les prix pourraient atteindre 5 $ le gallon si la situation n'est pas réglée rapidement. C'est une hausse de près de 50% à la pompe en quelques semaines. Et cela correspond exactement à ce qui est arrivé aux marchés pétroliers mondiaux depuis que le détroit a été effectivement fermé le 28 février. L'Iran a bloqué presque tout le transport maritime entrant et sortant du Golfe, sauf le sien, depuis le début de la guerre, faisant bondir les prix du pétrole de 50% ou plus. Avant le début de la crise, environ 25% du commerce pétrolier mondial transporté par mer et 20% du gaz naturel liquéfié mondial passé par le détroit d'Ormuz, soit environ 20 millions de barils de pétrole par jour. Et c'est pas seulement le pétrole. La région du Golfe Persique représente environ 30 à 35% des exportations mondiales d'urée et environ 20 à 30% des exportations d'ammoniac, ce qui signifie que jusqu'à 30% des fertilisants échangés à l'international transitent normalement par le détroit. Donc, quand les gens parlent du détroit d'Ormuz comme d'un point d'étranglement critique, ils ne parlent pas seulement du prix de votre essence. Ils parlent du coût de la nourriture, du coût de l'agriculture, des chaînes d'approvisionnement qui touchent chaque industrie de la planète. C'est pourquoi Project Freedom n'est pas seulement une opération militaire. C'est une mission de sauvetage économique avec une escorte armée de 15 000 personnes. Maintenant, regardons les mécanismes réels de ce que Project Freedom fait sur l'eau aujourd'hui, parce que l'amiral Brad Cooper du CENTCOM a été très précis lors de son point de presse, et ce qu'il a décrit n'est pas une escorte de convoi traditionnelle. Cooper a dit que les États-Unis avaient dégagé un passage à sens unique dans le détroit, destiné à permettre aux navires commerciaux retenus dans le golfe Persique depuis des semaines de sortir en sécurité. Et il a été explicite, il ne s'agit pas d'une escorte un contre un. Toute l'architecture défensive, destroyers, hélicoptères, plus de 100 avions, plateformes de guerre électronique, système sans pilote est disposé en couche autour des approches du détroit afin de créer un corridor protégé. On ne place pas un seul navire à côté d'un pétrolier en espérant que tout ira bien.
on construit une bulle mobile de puissance aérienne et maritime létale que toute embarcation rapide d'attaque iranienne ou toute batterie de missiles iranienne doit examiner très sérieusement avant d'engager. Les règles d'engagement des forces américaines dans la région ont également changé pour permettre des frappes contre des menaces immédiates visant les navires qui traversent le détroit, y compris les embarcations rapides d'attaque du CGRI ou les batteries de missiles iraniennes. Relisez ça. Les règles d'engagement ont changé. Cela signifie que les moyens de la marine et de l'armée de l'air américaine, opérant en soutien à Project Freedom, ont maintenant l'autorisation de frapper préventivement des systèmes de missiles côtiers iraniens. Ces systèmes représentent une menace immédiate pour les navires en transit. C'est une posture fondamentalement différente de celle qui existait il y a 2 mois, lorsque les navires de guerre américains restaient délibérément complètement à l'extérieur du détroit. Des responsables de la marine avaient auparavant décrit le détroit comme une zone de mise à mort iranienne remplie de missiles antinavires, de drones, d'embarcations rapides d'attaque et de mines. Aujourd'hui, l'armée américaine est entrée dans cette zone de mise à mort, a détruit 6 embarcations iraniennes et a escorté 2 navires marchands jusqu'à l'autre côté. Et il y a une autre chose que je veux que vous compreniez au sujet des événements d'aujourd'hui, dont presque personne ne parle. L'USS Michael Murphy et l'USS Frank E. Peterson avaient déjà démontré exactement ce scénario le 11 avril. L'USS Michael Murphy a délibérément activé son système d'identification automatique alors que lui et un autre destroyer traversaient le détroit, rompant avec le protocole habituel des navires de la marine qui naviguent avec leur AIS éteint. L'historien maritime militaire Salvatore Mercogliano a noté « On n'active pas l'AIS par accident sur un navire de la marine. C'est intentionnel. » Ils voulaient démontrer qu'ils avaient navigué à travers. Ce transit d'avril était une répétition générale, un signal, une preuve de concept. Le 4 mai 2026, c'est la représentation complète. Donc, voici où nous en sommes ce soir. L'Iran a lancé des missiles. Il les a ratés. Il a lancé des drones. Ils ont été abattus. Il a envoyé des embarcations rapides d'attaque. 6 d'entre elles sont au fond du détroit. 2 navires marchands américains sont passés. Un pétrolier d'ADNOC a été attaqué, isolant encore davantage l'Iran sur le plan diplomatique des partenaires du Golfe dont il a besoin. Le pétrole a atteint 46 $ le gallon et continue de grimper. Et l'USS Abraham Lincoln lance encore des avions en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. La question qui me garde éveillé la nuit et qui devrait aussi vous garder éveillé, c'est que fait l'Iran ensuite? Parce qu'il vient d'avoir son premier vrai test face à Project Freedom et il n'a pas réussi à l'arrêter. Alors, va-t-il escalader? Va-t-il frapper plus fort? Va-t-il activer quelque chose qu'il gardait en réserve? La réponse à cette question va définir les 30 prochains jours de ce conflit. Et d'après tout ce que j'ai examiné aujourd'hui dans les déclarations du CENTCOM, les rapports de l'ISW et le renseignement de sources ouvertes, le tableau est plus dangereux que la plupart des gens le réalisent. Très bien, parlons de ce qui arrive ensuite. Parce que tout ce que nous avons couvert jusqu'ici, les tirs de missiles, la propagande, les frappes des Apaches, les 2 navires marchands qui sont passés, tout cela n'est qu'un prologue. La vraie question, celle avec laquelle les marchés de l'énergie, les planificateurs militaires du Pentagone et les dirigeants des États du Golfe se débattent tous en ce moment, dans la soirée du 4 mai 2026, est simple. Où cela mène-t-il maintenant? Et je vais vous donner une réponse honnête, appuyée par la recherche. Pas de spéculation, pas de panique nourrie par le défilement anxiogène des réseaux sociaux. Une véritable évaluation stratégique des 30 prochains jours, fondée sur ce que nous savons réellement aujourd'hui. Commençons par les options de l'Iran. Parce que malgré tout ce qui a mal tourné pour Téhéran aujourd'hui, ils ne sont pas à court de coups. Loin de là. Le CGRI pratique la guerre asymétrique depuis 4 décennies. Il a écrit le manuel sur la façon d'utiliser des forces conventionnelles inférieures pour imposer des coups disproportionnés à des ennemis supérieurs. Et en ce moment, il dispose de 3 voies d'escalade distinctes. Les comprendre vous montre exactement à quel point le prochain mois pourrait devenir dangereux. Option 1, intensifier les SEM.
On estime que le CGRI possède des centaines d'embarcations rapides d'attaque armées de missiles surface-surface, ainsi que beaucoup d'autres petites vedettes rapides et même des motomarines qui peuvent être cachées dans des garages près de l'eau. Les 6 embarcations détruites aujourd'hui ne sont qu'une quantité négligeable par rapport à cet arsenal. L'Iran pourrait augmenter radicalement la fréquence et la densité des opérations d'ESSEM d'attaque rapide. Pas nécessairement pour couler un destroyer américain, mais pour rendre le corridor protégé si chaotique et imprévisible que les compagnies de transport maritime refusent d'y envoyer leurs navires, peu importe la présence militaire américaine. Souvenez-vous, l'industrie maritime répond aux assureurs, pas aux CENTCOM. Joshua Hutchinson, de la firme de risque maritime Ambré, a averti que les navires marchands devraient reconsidérer les transits par le détroit d'Ormuz, notant que l'Iran maintient un contrôle sur le détroit et démontre une intention et une capacité d'agir contre le transport civil. Si suffisamment d'opérateurs de pétroliers décident que la prime de risque est trop élevée, Project Freedom réussit militairement mais échoue commercialement. C'est une victoire pour l'Iran sans tirer un seul missile balistique. Option 2, s'en prendre aux partenaires du Golfe. L'attaque d'aujourd'hui contre le pétrolier d'ADNOC n'était pas aléatoire. C'était un message à chaque membre du Conseil de coopération du Golfe qui observe ce conflit. L'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn. La proximité avec les opérations américaines fait de vous une cible. L'Iran a déjà démontré sa volonté d'élargir géographiquement le conflit, avec un drone naval frappant un pétrolier ancré près du port de Mubarak al-Kabir au Koweït, à plus de 800 km du détroit lui-même, ce qui représente une expansion importante de l'empreinte géographique du conflit. Si l'Iran commence à cibler systématiquement les infrastructures énergétiques des États du Golfe, les terminaux pétroliers, les installations de gaz naturel liquéfié, les usines de dessalement, la pression économique et politique sur Washington pour négocier une résolution devient énorme. C'est un calcul brutal, mais il est entièrement cohérent avec la doctrine du CGRI. Option 3, et c'est celle qui empêche les analystes sérieux de dormir, la menace des mines. Le renseignement militaire américain a confirmé que l'Iran avait commencé à poser des mines navales dans le détroit d'Ormuz dès mars, Trump exigeant leur retrait immédiat et l'armée américaine rapportant qu'elle avait détruit 6 mouilleurs de mines iraniens. Mais 6 mouilleurs de mines détruits ne veut pas dire 0 mine dans l'eau. Les mines navales font partie des armes les plus rentables qui existent. Elles sont peu coûteuses à produire, extraordinairement difficiles à trouver et à neutraliser, et capables de couler des navires qui coûtent des centaines de millions de dollars. Une seule frappe de mine contre un pétrolier commercial transitant dans le corridor protégé par les États-Unis sous Project Freedom serait catastrophique. Pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Cela signalerait que l'armée américaine ne peut pas garantir un passage sûr, même avec 15 000 militaires et 100 avions au-dessus. Ce récit ferait plus de dommages à Project Freedom que 100 SM d'embarcations rapides d'attaque. Maintenant, voici le portrait diplomatique. Parce qu'il ne s'agit pas d'une confrontation purement militaire. Et quiconque vous dit le contraire ne vous donne pas le tableau complet. Les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se sont poursuivis pendant la fin de semaine, les deux pays discutant d'une proposition de paix iranienne, même pendant que Trump annonçait Project Freedom. L'Iran aurait soumis un plan de paix en 14 points et Trump l'a rejeté. Son langage était révélateur. Il a dit que l'Iran n'avait pas payé un prix assez élevé pour ce qu'il a fait au cours des 47 dernières années. Ce n'est pas le langage d'un président qui cherche une sortie rapide. C'est celui d'un président qui croit que la pression maximale fonctionne et qui a l'intention de continuer à l'appliquer jusqu'à ce que les conditions basculent clairement en faveur de Washington. La position de l'Iran est que le blocus doit être levé avant que de nouvelles discussions puissent avoir lieu. La position de Washington est que des concessions doivent venir d'abord. Aucun des deux camps ne bouge et les deux resserrent l'étau. Cette impasse diplomatique est en réalité la variable la plus dangereuse de toute l'équation. Parce que lorsque les opérations militaires sont en phase chaude et que les canaux diplomatiques sont simultanément gelés, la marge d'erreur devient presque inexistante.
Un missile iranien qui atteint réellement sa cible, une frappe américaine qui tue plus de commandants du CGRI que prévu, une attaque contre une infrastructure d'un État du Golfe qui franchit une ligne rouge que personne n'avait annoncée publiquement. N'importe lequel de ces scénarios peut transformer une campagne de pression contrôlée en quelque chose de beaucoup plus difficile à contenir. Il y a aussi le portrait plus large de la coalition à considérer. Et celui-là me frustre vraiment chaque fois que je m'y plonge. Un troisième porte-avions, ainsi que des milliers de marines et de parachutistes, devraient arriver dans la région plus tard ce mois-ci. Les États-Unis ne réduisent pas leur présence. Ils la renforcent. Pendant ce temps, de l'autre côté du registre, il y a des gouvernements européens qui proposent des missions multinationales alternatives comme façon de paraître engagés sans soutenir directement le blocus américain. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont tous mal à l'aise avec le rythme et l'ampleur de l'approche américaine. Et il vaut la peine d'être honnête sur les raisons, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un désaccord de principe sur le droit international ou le processus diplomatique. La réalité, c'est que pendant des années, d'importants intérêts financiers à Londres ont été construits autour du flux de pétrole passant par le détroit d'Ormuz, des mécanismes de fixation, des prix des contrats à terme sur le Brent qui généraient une énorme valeur d'arbitrage pour les institutions financières de la City de Londres. Chaque fois qu'un baril de pétrole du Golfe passait par ce point d'étranglement, ces intérêts financiers ne disparaissent pas du jour au lendemain simplement parce qu'il y a une guerre. Ils se traduisent en pression politique sur les gouvernements, des conversations discrètes à Whitehall sur le fait de ne pas brûler les ponts avec Téhéran, de garder les options diplomatiques ouvertes, de ne pas trop devancer l'opinion publique dans 6 mois si ce conflit s'éternise. C'est inconfortable à dire, mais c'est la réalité de la façon dont la géopolitique de l'énergie s'imbrique dans la politique étrangère au plus haut niveau. Et l'Iran le sait. Téhéran a été extraordinairement sophistiqué dans l'identification et l'exploitation de ces lignes de fracture précises au sein de la coalition occidentale. En utilisant le levier énergétique, les canaux diplomatiques indirects par l'entremise de pays comme le Pakistan et Oman, et son appareil médiatique pour amplifier tout récit suggérant une dérive américaine ou un malaise européen. La diplomatie passe par des canaux de l'ombre, le Pakistan servant d'un des conduits intermédiaires entre Washington et Téhéran. Ce canal de l'ombre compte. Cela signifie que les deux camps, malgré les missiles, les frappes d'Apache et la propagande, n'ont pas complètement fermé la porte à une résolution négociée. Et c'est en réalité, discrètement, prudemment, l'élément le plus important à garder en tête quand on évalue la suite. Alors, à quoi ressemble le scénario réaliste le plus favorable pour les 30 prochains jours ? Project Freedom continue d'opérer. Davantage de navires marchands traversent le corridor. Les opérations de harcèlement de l'Iran imposent des coûts, mais échouent à arrêter le flux. La pression économique du double blocus, la pression américaine sur les ports iraniens, la pression iranienne sur le transport maritime du Golfe poussent les deux camps vers un cadre qui permet une sortie avec un minimum de faces sauvées. Le canal de l'ombre, par le Pakistan, produit quelque chose. Pas un accord final, pas une normalisation, mais un arrangement temporaire qui remet le pétrole en mouvement, qui ramène les prix de l'essence sous les $4 et qui donne à Washington comme à Téhéran assez d'espace pour négocier quelque chose de plus durable. Et le pire scénario, l'Iran active une mine qui détruit un navire commercial. Les États-Unis répondent par des frappes sur la base navale de Jask. L'Iran lance une attaque massive par salve contre les infrastructures énergétiques du Golfe. Un troisième porte-avions, avec des moyens additionnels des marines et de l'armée de terre, arrivant plus tard ce mois-ci, signifie que l'armée américaine aura sa plus grande présence régionale en plus de 2 décennies. Et à un certain moment, cette présence existe, non seulement pour dissuader, mais pour exécuter. La fenêtre entre la dissuasion et l'escalade cinétique est étroite. Et aujourd'hui, elle s'est rétrécie. Voici ce que je vous laisse. Aujourd'hui, le 4 mai 2026, l'Iran a tiré des missiles contre un navire de guerre américain dans le détroit d'Ormuz. Le navire n'a pas été touché. L'Iran a dit qu'il l'avait été. 6 embarcations rapides d'attaque iraniennes ont été détruites par des hélicoptères Apache américains. 2 navires marchands américains ont traversé le détroit. Un pétrolier d'ADNOC a été attaqué. Le pétrole a atteint 46 $ le gallon et continue de monter.
Et l'USS Abraham Lincoln est toujours là, en ce moment même, lançant des avions dans le ciel nocturne au-dessus de la mer d'Arabie. La mission est active, le détroit est désormais une zone chaude et le prochain mouvement appartient à Téhéran. La question est celle-ci. L'Iran recule-t-il ou escalade-t-il? Prend-il la porte de sortie diplomatique qui se construit discrètement par des canaux indirects? Ou frappe-t-il plus gros, plus fort au risque d'entraîner toute cette région dans quelque chose dont personne ne pourra revenir? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.